Bienvenue à Enquête. Y a-t-il des leçons à retenir de l'horrible drame de la famille Chafia, surtout qu'on sait que plusieurs signaux laissaient croire au pire? Vous allez entendre cette semaine l'histoire des Chafia, racontée par ceux et celles qui ont tenté de les aider. Des membres de la famille, des amis, des professeurs, une avocate, une policière, des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, certains se sentent coupables de ne pas avoir sauvé la vie des trois sœurs et de la première épouse de leur père. Enquête sur une famille vivant sous le joug d'un homme prêt à tuer pour sauver ce qu'il appelait l'honneur. Le 30 juin 2009, quand Rona Amir Mohammad et les trois sœurs Chafia ont été repêchées des eaux du canal Rideau à Kingston, en Ontario, plusieurs n'ont pas cru à la thèse de l'accident. Depuis un an, les quatre femmes avaient appelé à l'aide à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les gens qui ont tenté de les aider se demandent comment ils auraient pu faire plus. Il a construit une jolie maison à Kaboul, dans le quartier chic. Chafia possède un magasin de matériel électronique dans le centre-ville de Kaboul. Le couple a tout pour être heureux. Mais après 2 ans de mariage, Rona n'est toujours pas enceinte. Chez nous, la femme qu'on va marier, il fallait que dans la première année ou 12e année, elle fait le bébé. Sinon, après, les gens, ils parlent. Après 7 ans sans enfant, mon mari a commencé à s'en prendre à moi. Il m'empêchait d'aller voir ma mère, critiquait ma cuisine, trouvait des excuses pour me harceler. J'ai fini par lui dire « Vas-y, prends une autre femme. » Je n'y peux rien. En 1988, Rona assiste au mariage de son mari avec Touba Yahya, 19 ans. Les deux épouses vont vivre sous le même toit. Chaque année, Touba accouche d'un nouveau bébé. Elle en aura 7. La troisième, Sahar, est donnée à Rona. Quand Sahar a eu 40 jours, sa mère me l'a donnée. Elle m'a dit « Elle est à toi. Tu en as la responsabilité. » C'était l'idée de Touba. J'étais très heureuse. En juin 2007, Chafia obtient un visa canadien d'immigrant investisseur. La famille de Touba habitait au Canada. C'est pour ça qu'elle voulait venir ici. Toute la famille s'envole pour Montréal. Mais comme Chafia n'a pas le droit d'avoir 2 épouses au Canada, Rona est envoyée en France, où habite sa sœur Diba, qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Elle avait les photos des enfants. Ma sœur, elle était triste. Elle embrassait les photos. Chafia entame des procédures pour obtenir un visa de résidence temporaire pour Rona. Dans cette déclaration, il dit qu'elle travaille pour lui, qu'elle s'occupe de sa maison et de ses enfants depuis 17 ans. Et Rona, qu'est-ce qu'elle pensait de ça, aller vivre au Canada? Rona, elle voulait être avec les enfants. Ça ne changeait rien pour elle. Il m'a dit que Touba, elle a fait ses enfants comme une mère porteuse. Et si je ne vais pas là-bas, c'est les enfants, des fois son père il est en colère ou sa mère, et je suis toujours comme un bouclier devant tout le monde. Rona s'envole pour Montréal en novembre 2007 avec un visa de 3 mois. Dans l'avion qui l'emporte vers les enfants qu'elle aime, elle ne se doute pas qu'elle entame la période la plus difficile de sa vie. Rona arrive à Montréal en novembre 2007. Elle emménage avec la famille au rez-de-chaussée de ce duplex du quartier Saint-Léonard. Des procédures sont entreprises pour obtenir sa résidence permanente. Rona n'a pas le droit de travailler ou d'étudier. Elle ne parle ni anglais ni français. Elle est totalement dépendante de Chafia et de sa coépouse, Touba. Elle gardait mon passeport. Elle me disait « Ta vie est entre mes mains. Tu n'es pas sa femme. Tu es ma servante. » Les enfants Chafia sont en pleine adaptation. Ils fréquentent des classes d'accueil pour immigrants. Zénab, qui vient d'avoir 18 ans, fréquente ce centre d'éducation aux adultes avec son frère Ahmed, qui a 16 ans. C'est ici qu'elle rencontre Amar Waïd, un Pakistanais de 24 ans. Dès le début de leur relation, Zénab envoie un courriel de mise en garde à Amar sous le pseudonyme de Miss Kabouli. Méfie-toi de mon frère. Si tu veux me parler, viens à la bibliothèque.
Mais si mon frère est là, comporte-toi comme un étranger. Je ne veux pas qu'il ait la moindre idée que nous sommes amis. Au Québec aussi, Shafia fait des affaires. Il achète un petit centre commercial d'une valeur de 2 millions de dollars à Laval. Il fait aussi construire pour sa famille cette luxueuse résidence en banlieue de Montréal. Depuis des années qu'il a accumulé cet argent. Il a acheté des terrains, il a acheté des maisons, il a acheté ci, il a acheté ça. Il avait des actions à droite, à gauche. Et c'est ça qu'ils ont conseillé. Il a fait en liquide, il a ramené tout ici. Les affaires vont bien, mais à la maison, les tensions sont vives. À l'école, les enfants commencent à parler de leurs difficultés. Tout était en lien avec le mode de fonctionnement familial, avec la non-ouverture de la famille face à la culture occidentale, face à la possibilité de sortir, d'avoir des amis, de socialiser. Nathalie Laramé était directrice des classes d'accueil à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Bien des fois, les filles, certaines d'entre elles, nommaient avoir peur de rentrer à la maison. Les craintes étaient toujours présentes, mais lorsque le père s'apprêtait à revenir de l'étranger, là, le niveau de tension montait beaucoup. En l'absence de Shafia, c'est Ahmed, le fils aîné, qui surveille et discipline ses sœurs. En mai 2008, Sahar vit une confrontation particulièrement difficile. Une de ses professeurs a témoigné au procès Shafia. Elle avait été frappée avec des ciseaux. Elle m'a dit que c'était son frère. Elle était triste, elle avait peur. Elle avait pris des médicaments parce qu'elle voulait mourir. L'école décide de faire un signalement à la DPJ. L'appel est transféré à Batcha, la DPJ anglophone. Le signalement a été retenu en code 1, donc avec intervention immédiate sur les lieux. La travailleuse sociale qui s'est rendue à l'école raconte. Sahar était en larmes. Sa première réaction a été de demander si ses parents allaient être mis au courant du signalement. Elle avait très peur de ça. Je lui ai dit que je n'avais pas le choix. Sahar se referme complètement. Quand les parents se présentent à l'école, il nie tout. La travailleuse sociale prend alors une décision qui étonne le personnel de l'école. Que la sécurité ne semblait pas compromise, que la vie de la jeune n'était pas en danger, donc qu'elle pouvait réintégrer le domicile familial la même journée, en compagnie des parents. 2 jours plus tard, quand la travailleuse sociale revient à l'école, Sahar dit que sa mère la traite mieux et que Ahmed ne la frappe plus. Batcha décide de fermer le dossier. Je me promène dans les parcs et je pleure. À la maison, personne ne me parle sauf Giti et Sahar. En cachette, quand leur mère n'est pas là. C'est très souffrant pour moi. Pour Rona aussi, la vie à la maison est pénible. Son mari la battait, lui tirait les cheveux, la traînait par terre, lui donnait des coups de pied. Mais pourquoi elle tolérait ça? Parce qu'elle avait peur. Il la menaçait. Il disait que si elle allait à la police, ils allaient l'expulser du Canada, la renvoyer en Afghanistan. Elle avait peur, une fois là-bas, de se faire assassiner par la famille de Shafia. Toujours au printemps 2009, Zénab reprend contact avec Amar Waïd, son amoureux pakistanais qu'elle n'a pas vu depuis près d'1 an. Quand Shafia le découvre, il est furieux et la frappe. Elle m'a appelé, elle me dit « Viens me chercher, je ne vais plus rester ici, viens me chercher tout de suite ». Quand Ahmed apprend que sa sœur a quitté la maison, il appelle la police. Quelques heures après l'appel de Ahmed, les policiers de Saint-Léonard reçoivent un autre appel. La constable Anne-Marie Choquette se rend au domicile des Shafia. 4 adolescents avaient demandé à un passant de téléphoner à la police.
Leur mère venait de leur dire qu'elle avait peur que leur vie soit en danger parce que l'aînée des filles, Zénab, avait quitté la maison. Elle avait peur de la réaction du père. Les 4 adolescents, dont Sahar et Getty, lui racontent comment ils ont été battus la semaine précédente. Une des filles porte encore une marque au visage. La policière est toujours à la maison quand Shafia arrive. Les enfants ont cessé de parler. Ils étaient terrorisés. La mère et certains enfants pleuraient. Les policiers téléphonent à la DPJ. Le travailleur social arrive 3 heures plus tard. Devant Shafia, certains enfants se rétractent. Vendredi soir, 23 heures. Le travailleur social décide de suspendre le dossier jusqu'au lundi matin. Il laisse les enfants avec leurs parents. Le lundi matin, c'est un autre travailleur social qui se rend à l'école. Une fois de plus, certains des enfants minimisent leurs propos du vendredi soir. La DPJ ferme le dossier. À l'autre bout de la ville, dans son refuge, Zénab fait des projets. On s'aimait tellement qu'on a dit « Ok, c'est mieux si on se marie ». Même on était jeunes, mais on voulait se marier. Pendant que Zénab est au refuge, Touba reprend contact avec elle et lui dit « Je suis d'accord avec toi, on va vous laisser marier, tu peux revenir à la maison. Et si tu as peur de ton père, je déménagerai de chez lui, je vais aller lui un appartement, puis je vais rester là-bas, tu peux venir rester avec moi. » Le 1er mai 2009, Mohamed Shafia s'envole pour Dubaï. Le jour même, Touba ramène Zénab à la maison. Selon la police de Kingston, ce 1er jour de mai marque le début du complot pour meurtre. Shafia est difficile à suivre. Quelques jours après sa macabre proposition, il téléphone à Latif Haïderi, l'oncle de Touba, et lui demande d'organiser le mariage avec Ammar. Il m'a demandé de le faire, mais il n'était pas d'accord avec ce mariage. Il n'était pas content que l'ait choisi un Pakistanais. J'ai demandé à Zainab, pourquoi tu fais ça? Elle a dit parce que la vie à la maison pour toute la famille, mais surtout pour moi et pour mes sœurs, c'est comme d'être en prison. Le mariage de Zénab a lieu dans cette mosquée de Montréal le 18 mai 2009. Shafia n'est pas là, il est toujours à Dubaï. Le lendemain, dans ce restaurant iranien, une réception est organisée. Près du buffet, Touba est tout sourire avec les invités. Mais la famille d'Ammar ne se présente pas. Est-ce qu'ils avaient peur pour toi? Oui, peur que s'ils sont tellement stricts avec leur fille, toi, tu es quelqu'un qui vient d'extérieur, il peut te faire mal aussi. Pour la famille Shafia, c'est un affront. Touba et Ahmed exigent que Zénab annule son mariage. Et après ça, elle est venue me voir, puis elle m'a dit qu'on va se terminer tout ça ici, je peux pas laisser ma famille. J'étais senti tellement mal, puis j'avais pas le choix, je ne pouvais rien faire, parce que si elle veut pas, je peux pas le forcer. Le soir même, l'union est dissoute. Pour essayer de remonter le moral de Zénab, son oncle Latif invite tout le monde chez lui. Pendant que Zénab et Rona dansent au milieu des femmes de leur famille, Shafia téléphone de Dubaï et déclare à Latif « Si j'avais été là, je l'aurais éliminée. Elle a sali mon nom. Elle m'a déshonoré au sein de la communauté afghane. Je l'aurais éliminée. » Shafia n'est pas au bout de ses peines. Sahar aussi a commencé à fréquenter un garçon. Ricardo est hondurien et catholique. La relation doit rester secrète. Si elle avait parlé de moi, qu'elle sortait avec quelqu'un, qu'elle avait un chum,
Qu'elle sortait avec un latino, ça aurait créé des problèmes avec sa famille. Elle avait peur. ¿Qué está el problema contigo por su familia? On n'était pas de la même religion. Je suis latino, elle est musulmane. Quelques jours plus tard, le vendredi 5 juin 2009, Sahar demande l'aide de la DPJ une 3e fois. Son frère allait la dénoncer puisqu'il la considérait comme une pute. Elle craignait beaucoup pour sa sécurité. Elle craignait à nouveau d'être frappée, battue. La DPJ ne juge pas bon d'intervenir. Elle suggère plutôt d'orienter Sahar vers des ressources d'hébergement dans la communauté puisqu'elle a presque 18 ans. Étiez-vous fâchée à ce moment-là? Insultée, outrée, scandalisée. L'école s'inquiète aussi pour la petite Getty. On parlait de tenue vestimentaire inadéquate, plusieurs retards, ensuite refus de se présenter à l'école, donc longue période d'absentéisme, vol d'un muffin à la cafétéria, non pas parce qu'ils étaient en manque, on savait que c'était une famille qui était bien nantie. Nathalie Laramé téléphone à la maison. C'est d'abord la mère qui me parle, qui parle en anglais, et m'explique qu'elle ne sait plus quoi faire, qu'elle n'a pas de contrôle sur Getty, et que Getty veut que la DPJ intervienne. C'est pour ça qu'elle fait exprès pour ne pas aller à l'école. Getty veut quitter la maison parce qu'elle sait que ses sœurs préférées, Zénab et Sahar, vont bientôt partir. Le 13 juin, Mohammad Shafia et son fils Ahmed reviennent de Dubaï. Shafia dit à Zénab qu'il lui pardonne son mariage avec Ammar. Mais tout cela n'est que façade. Ahmed et Shafia ont mis la main sur des photos que les filles gardaient dans leur cellulaire. Des photos qui provoquent leur colère. Depuis 2 semaines, d'étranges recherches Internet sont effectuées sur l'ordinateur habituellement utilisé par Ahmed. Mohammad Shafia a décidé de tuer ses filles. Avec Ahmed, il cherche où et comment. Le 22 juin, Shafia achète une Nissan Sentra usagée et annonce à la famille qu'ils partent tous le lendemain pour les chutes Niagara. Le 29 juin, les vacances se terminent. Vers 20h, la famille quitte Niagara pour rentrer à Montréal. Zénab, Sahar, Getty et Rona sont dans la Nissan noire avec Touba. Sahar envoie et reçoit constamment des messages textes. À 22h54, à Ajax, elle reçoit un appel de sa meilleure amie. L'appel se termine une demi-heure plus tard, à 23h30. À partir de ce moment, le cellulaire de Sahar continue de recevoir des messages textes, mais Sahar ne répond plus. Le dernier message reçu, à 1h36 du matin, a été relayé par la tour située juste à côté des écluses. Après cela, le cellulaire de Sahar s'est éteint pour toujours. Le 29 janvier 2012, Mohammad Shafia, Touba Yahya et leur fils Ahmed ont été reconnus coupables de meurtre prémédité. Selon la preuve présentée par la couronne, les 4 femmes étaient déjà mortes ou inconscientes quand la voiture a été poussée dans le canal par la Lexus de Shafia. On a émis l'hypothèse qu'elles avaient été noyées dans ce bassin d'eau peu profonde situé près des toilettes publiques sur le site des écluses. Tout au long du procès, on a parlé de crime d'honneur. Du côté de la protection de la jeunesse aussi, la mort des filles Shafia a été un choc majeur.
Ça nous a effectivement confrontés énormément. Ça nous a obligés à un examen de pratique. Il fallait voir, mieux comprendre ce qu'on avait fait, ce qu'on aurait pu faire autrement. La DPJ admet qu'elle n'a pas reconnu le danger. Les problèmes qui ont été nommés ne nous amenaient pas à craindre pour leur sécurité. Les éléments qui étaient nommés, on était plus, notre compréhension de ce qui se passait, on était plus dans un choc des valeurs, un choc culturel, des adolescents qui dénonçaient, au fond, la sévérité. La DPJ n'a pas compris que quand les enfants minimisaient leurs propos après avoir crié au loup, c'était parce qu'ils avaient peur, avec raison. Aujourd'hui, on estime qu'on aurait dû prendre en compte le risque d'un crime lié à l'honneur ou lié à ces questions-là, je dirais, de domination. Aujourd'hui, c'est dans notre radar. Aujourd'hui, ça va nous habiter à tout jamais.